Quand j'étais enfant, l'une de mes plus belles échappées était la maison de plage de la famille de mon ami. Cette maison, c'était quelque chose de spectaculaire. Elle était immense, avec des pièces qui semblaient s'étendre à l'infini, des fenêtres donnant sur la mer, et un jardin tellement grand qu'on pouvait s'y perdre. Tout y respirait le luxe, du mobilier élégant aux équipements de dernière génération. Ils avaient même une employée de maison à plein temps qui vivait dans un petit appartement à l'arrière de la propriété. Mon ami et moi, nous étions inséparables. Chaque fois que sa famille partait pour un week-end prolongé à la plage, il m'invitait. Pour nous, c'était une tradition, presque un rituel. Passer du temps dans cette maison était comme entrer dans un autre monde. On passait nos journées à explorer, à jouer, et nos nuits à écouter les vagues s'écraser contre le rivage, en parlant de tout et de rien. L'ambiance y était toujours relaxante. La brise marine apportait une fraîcheur apaisante, et le soleil qui baignait la maison la rendait encore plus chaleureuse. Les souvenirs que j'ai de cet endroit sont parmi les plus précieux de mon enfance. Les barbecues en famille, les baignades interminables, et ces moments simples de bonheur partagé. C'était notre petit coin de paradis, loin de toutes les préoccupations du quotidien. Ce jour-là, nous étions tous excités de retourner à la maison de plage pour un long week-end. En arrivant, quelque chose semblait étrange, mais personne n'y a vraiment prêté attention au début. C'est en ouvrant la porte d'entrée que le choc nous a frappés de plein fouet. La maison était sens dessus-dessous. Les télévisions avaient disparu, les meubles étaient renversés, des objets précieux manquaient, c'était un véritable carnage. Nous étions abasourdis. Comment quelqu'un avait-il pu pénétrer ici et causer autant de dégâts? Chaque pièce que nous traversions ajoutait à notre sentiment de malaise. Les tiroirs étaient vidés, des objets personnels éparpillés partout. Cette maison, autrefois synonyme de sécurité et de confort, semblait soudain hostile et méconnaissable. L'une de nos premières pensées a été pour l'employé de maison. Nous nous sommes précipités vers son appartement à l'arrière de la propriété, mais il était vide. Tous ses effets personnels avaient disparu, comme si elle était partie en toute hâte. C'était inquiétant. Nous avions toujours eu confiance en elle, et la voir disparaître ainsi ajoutait à notre confusion. Les policiers sont arrivés peu après. Ils ont fait une inspection rapide, mais leur attitude montrait clairement qu'ils n'étaient pas très concernés. Selon eux, il était probable que l'employé de maison soit impliqué dans le vol. Cette hypothèse semblait plausible, bien qu'inquiétante. Nous avons passé le reste de la journée à essayer de remettre un peu d'ordre, mais le sentiment de sécurité avait été irrémédiablement brisé. La semaine qui a suivi a été marquée par un mélange d'inquiétude et de spéculation. Personne ne savait vraiment quoi penser de la disparition de l'employé de maison. Les policiers semblaient convaincus de son implication, et c'était la seule piste que nous avions. Chaque conversation revenait invariablement à cette hypothèse, créant un climat de suspicion et de doute. Puis, le week-end suivant, le père de mon ami est retourné à la maison de plage pour changer les serrures et renforcer la sécurité. Cette fois, il a emmené les chiens de la famille avec lui, pensant que leur présence pourrait apporter un peu de réconfort. C'est alors que les choses ont pris une tournure encore plus sombre. Tandis que le père s'affairait à changer les serrures, l'un des chiens s'est mis à creuser frénétiquement près de la piscine. Intrigué, le père est allé voir ce qui se passait. Sous une vieille bâche, il a découvert le corps de l'employé de maison, enterré dans le jardin. Ce fut un choc absolu. La théorie de la police selon laquelle elle était complice s'est effondrée en un instant. La réalité était bien plus terrifiante. Quelqu'un qu'elle connaissait avait pénétré dans la maison, et elle les avait reconnus. Cette connaissance fatale lui avait coûté la vie. La découverte du corps de l'employé de maison a bouleversé tout le monde. L'hypothèse initiale de la police s'était avérée totalement fausse, et nous étions maintenant confrontés à une réalité bien plus effrayante. Celui ou ceux qui étaient entrés dans la maison n'étaient pas de simples voleurs. Ils connaissaient l'employé, et elle les avait reconnus, ce qui avait conduit à son meurtre. Les jours suivants, l'ambiance était lourde et tendue. La police a intensifié son enquête, mais le sentiment d'insécurité demeurait. Le père de mon ami avait du mal à croire que quelqu'un puisse commettre un acte aussi horrible. La maison de plage, autrefois un lieu de détente et de bonheur, était maintenant marquée par ce crime atroce. Nous avons essayé de reconstituer les événements de cette nuit-là. Qui pouvait connaître l'employé au point qu'elle les reconnaisse? Pourquoi aurait-il réagi avec une telle violence? Chaque réponse potentielle ne faisait qu'ajouter à notre angoisse.
La maison, avec son jardin luxuriant et sa piscine tranquille, était devenue le théâtre d'un cauchemar. Le père de mon ami a décidé de faire venir une équipe de sécurité pour installer des caméras et des systèmes d'alarme. Cependant, malgré toutes ces précautions, l'atmosphère de sécurité et de sérénité qui régnait autrefois dans cette maison semblait à jamais perdue. Les souvenirs heureux étaient maintenant teintés d'ombre et de peur. Les semaines qui ont suivi ont été marquées par une série de réflexions sombres et de nouvelles interrogations. La découverte du corps de l'employé de maison avait changé notre perception de la maison de plage à jamais. Ce lieu, autrefois synonyme de joie et de détente, était maintenant empreint d'une terreur silencieuse. La théorie de la police selon laquelle la domestique connaissait les intrus semblait de plus en plus plausible. Nous nous demandions sans cesse qui pouvait bien être derrière cet acte horrible. Était-ce un ancien employé? Un ami proche? Chaque visage familier devenait suspect, chaque souvenir partagé devenait potentiellement sinistre. Le père de mon ami a tenté de restaurer une certaine normalité en faisant réparer les dégâts et en renforçant la sécurité, mais le sentiment d'insécurité persistait. Les chiens, autrefois joyeux et joueurs, semblaient aussi ressentir cette atmosphère pesante. Ils étaient constamment sur le qui-vive, aboyant au moindre bruit suspect. Revenir dans cette maison n'était plus pareil. Les bruits de la mer, qui nous apaisaient autrefois, semblaient maintenant étrangement menaçants. La piscine, autour de laquelle nous avions passé tant de bons moments, était devenue un rappel macabre de ce qui s'était passé. Même le coucher de soleil, que nous avions tant apprécié, semblait projeter des ombres plus longues et plus sombres. En fin de compte, ce qui était arrivé à l'employé de maison nous avait tous changés. La maison de plage n'était plus un refuge, mais un lieu de mystère et de peur. Les souvenirs heureux étaient à jamais altérés par cette tragédie, et nous savions que nous ne pourrions jamais retrouver cette insouciance perdue. C'était une après-midi comme les autres. Ma femme avait décidé d'emmener notre fils faire une promenade pendant que je terminais quelques rapports de travail. Ils sont partis vers 15 heures, laissant la maison dans un silence presque total, interrompu seulement par les aboiements occasionnels de notre chien. Pendant leur absence, j'ai pu finir mon travail plus rapidement que prévu, et j'ai décidé de sortir dîner vers 16h30. Après avoir mangé seul, je suis rentré à la maison aux alentours de 18h30. De retour, j'ai joué un moment avec notre chien avant de m'occuper de quelques tâches ménagères. Ma femme et notre fils sont rentrés vers 19h30. Nous nous sommes réunis dans le salon pour passer un moment de détente en famille. La soirée était tranquille et agréable. Vers 21h, épuisé par ma journée, je suis allé me coucher, sachant que je devais me lever tôt le lendemain pour m'occuper de notre fils. À peine étais-je allongé dans mon lit que mon téléphone a vibré. C'était un message de ma femme. Intrigué, j'ai ouvert la photo qu'elle m'avait envoyée. C'était notre tableau de menu effaçable à sec sur le réfrigérateur. La vue de ce tableau m'a instantanément dérangé. Les mots étaient complètement désordonnés, comme si quelqu'un avait pris un malin plaisir à les mélanger. Il y avait des mots à moitié effacés, des lettres dispersées un peu partout et des gribouillages incohérents. Certaines écritures ressemblaient à celles de ma femme, mais d'autres étaient manifestement d'une main différente, inconnue. Je me suis levé immédiatement, le cœur battant à tout rompre. Je suis allé à la cuisine pour voir le tableau de mes propres yeux. Ma femme m'a rejoint, tout aussi perplexe et inquiète que moi. Nous savions que notre fils n'en aurait jamais pu faire ça. Quelqu'un ou quelque chose avait manifestement été dans notre maison pendant notre absence. En regardant de plus près, j'ai remarqué des détails encore plus troublants. Certaines des lettres étaient écrites avec une force qui avait presque creusé le tableau, tandis que d'autres semblaient tracées d'une main tremblante. Je pouvais sentir une présence étrange, comme si une ombre pesait sur nous. Le désordre des mots formant des phrases incohérentes augmentait notre anxiété. Nous avons tenté de comprendre ce qui avait pu se passer. Aucun d'eux nous n'avait touché ce tableau depuis que ma femme l'avait rempli au début de la semaine. Était-ce une mauvaise blague, ou quelque chose de bien plus sinistre? Le sentiment d'insécurité et de peur s'intensifiait à chaque seconde. Ma femme, toujours secouée, a suggéré d'appeler la police. Nous avions besoin de réponses, et surtout de nous sentir en sécurité dans notre propre maison. Nous avons immédiatement appelé le shérif du comté. Il est arrivé rapidement, accompagné d'un adjoint. Après avoir écouté notre récit, ils ont commencé à inspecter chaque recoin de la maison. Le shérif a examiné le tableau de menu avec une expression de sérieux,
mais ils ne pouvaient cacher une certaine perplexité. Ils ont fouillé toutes les pièces, vérifié les fenêtres et les portes, mais n'ont trouvé aucun signe d'effraction. Tout était à sa place, rien ne manquait. Pourtant, la sensation étrange persistait. Le shérif nous a dit qu'il était rare de recevoir des appels de ce genre dans notre secteur et que notre histoire l'avait lui-même perturbé. Il nous a conseillé de changer les serrures immédiatement, mentionnant que l'ancien couple de propriétaires était âgé et n'avait probablement jamais fait cela. Il a pris notre déposition et nous a promis de patrouiller plus fréquemment dans le quartier pour s'assurer que tout allait bien. Malgré sa présence rassurante, l'incertitude continuait de nous ronger. Cette nuit-là, nous avons changé les serrures comme le shérif nous l'avait conseillé. Malgré cette précaution, une inquiétude persistante restait dans l'air. Ma femme et moi n'avons pas pu fermer l'œil de la nuit, écoutant chaque petit bruit de la maison avec une attention démesurée. Les jours suivants, nous avons installé un système de sécurité avec des caméras autour de la maison. Chaque fois que nous passions devant le tableau de menu, nous ressentions un frisson désagréable. Nous avons fini par le retirer, incapables de supporter sa présence. Cet incident a changé notre perception de notre maison, autrefois refuge, maintenant teintée d'une ombre menaçante. Bien que rien d'autre d'étrange ne se soit produit depuis, nous restons vigilants, toujours à l'affût du moindre signe de quelque chose d'anormal. Ce qui nous a le plus effrayés, c'est l'idée que quelqu'un ou quelque chose pouvait pénétrer notre quotidien sans laisser de traces visibles. Je me souviens de cette nuit comme si c'était hier. J'étais déjà couché, en train de somnoler, quand mon téléphone a sonné. C'était ma petite amie du lycée. Sa voix tremblait et je pouvais à peine comprendre ses mots. « Quelque chose est arrivé. Peux-tu venir chez moi ?» C'était tout ce qu'elle a dit. Pas d'explication, juste une urgence palpable dans son ton. Mon cœur a commencé à battre plus vite. Je me suis levé d'un bond, j'ai attrapé mes vêtements, et je suis descendu en courant pour informer mes parents. Ils ont vu l'inquiétude sur mon visage et n'ont pas posé de questions. En montant dans ma voiture, mes mains tremblaient légèrement. La route jusqu'à sa maison me semblait interminable, chaque feu rouge, chaque ralentissement augmentait mon anxiété. Les pensées tournaient en boucle dans ma tête. Que s'était-il passé? Était-elle en danger? Pourquoi ne m'avait-elle donné aucun détail? J'ai roulé aussi vite que possible, mes phares éclairant la route déserte devant moi. Finalement, je suis arrivé à l'entrée de sa subdivision, où un policier se tenait, les lumières de sa voiture illuminant la nuit. En arrivant à l'entrée de la subdivision, je me suis arrêté devant un policier. Ses lumières rouges et bleues clignotaient, projetant des ombres inquiétantes sur les maisons voisines. J'ai abaissé la fenêtre et il s'est approché de ma voiture. « Où allez-vous » demanda-t-il, son regard perçant cherchant des indices sur mon visage. Ma petite amie m'a appelé. Elle m'a dit que quelque chose s'était passé chez elle. Je pouvais sentir la tension dans ma voix. Il m'a observé un instant, puis a hoché la tête. « Allez-y, mais soyez prudent. » En avançant dans la subdivision, mon cœur battait la chamade. Chaque maison que je passais semblait endormie, ignorant le chaos qui se déroulait plus haut. En arrivant au sommet de la colline, j'ai vu plusieurs voitures de police stationnées autour du cul-de-sac. Les lumières clignotantes illuminaient la scène d'une lueur sinistre. J'ai garé ma voiture et suis sorti, mes jambes légèrement tremblantes. Ma petite amie est sortie en courant de sa maison, son visage marqué par la peur. Elle m'a attrapé par le bras, ses yeux grands ouverts, et a commencé à expliquer ce qui s'était passé. Quelqu'un a pénétré chez notre voisin. Il l'a attaqué avec quelque chose de lourd. Elle a réussi à s'échapper et est venue ici en hurlant. Ces mots se mélangeaient, entrecoupés de sanglots. Je l'ai serrée contre moi, essayant de la calmer tout en regardant autour de nous. Les policiers allaient et venaient, discutant à voix basse. L'atmosphère était chargée de tension et d'incertitude. En essayant de calmer ma petite amie, elle a commencé à me raconter ce qui s'était passé. Notre voisine était chez elle, tranquille, quand quelqu'un a forcé la porte. Elle a à peine eu le temps de réaliser ce qui se passait qu'il était déjà sur elle, la frappant avec un objet lourd. Je pouvais sentir l'angoisse dans sa voix alors qu'elle continuait. Elle a réussi à s'échapper, en sang, et est venue en courant jusqu'à notre maison. Elle frappait désespérément à notre porte, hurlant à l'aide. Ma mère était seule à la maison, mon père étant en voyage d'affaires. Elle a ouvert la porte et notre voisine s'est effondrée dans l'entrée, la tête ensanglantée.
Les détails me glaçaient le sang. Je pouvais imaginer la scène comme si j'y étais. La panique dans les yeux de sa mère, le sang partout. Maman a regardé par-dessus l'épaule de la voisine et a vu l'agresseur qui montait l'allée, se dirigeant vers la porte. Elle a tiré la voisine à l'intérieur et a claqué la porte juste à temps, frappant l'homme avec celle-ci avant qu'elle ne se ferme complètement. Et ensuite, ai-je demandé, ma voix à peine un murmure. Il a pris l'objet lourd qu'il avait utilisé pour frapper la voisine et a brisé la petite fenêtre au-dessus de la porte. Maman a crié de toutes ses forces, et il s'est finalement retourné et est parti dans la nuit. J'ai senti un frisson glacé parcourir mon dos en imaginant la scène. L'agresseur, après avoir terrorisé leur voisine, disparaissant dans l'obscurité, laissant derrière lui une traînée de sang et de terreur. Après avoir entendu l'histoire horrible de ma petite amie, la nuit sembla interminable. Nous sommes restés dans le salon, tremblants de peur, tandis que quelques policiers patrouillaient à l'extérieur. Je ne pouvais pas me sortir de la tête l'image de l'agresseur brisant la fenêtre avec l'outil ensanglanté. Chaque bruit dehors semblait être lui, revenant pour finir ce qu'il avait commencé. Les policiers nous ont assuré qu'il ne reviendrait probablement pas, mais l'incertitude et la terreur étaient palpables. Ma petite amie n'arrêtait pas de trembler et sa mère semblait en état de choc, fixant la porte comme si elle s'attendait à le voir apparaître à tout moment. Chaque heure qui passait me rendait plus impuissant. La sensation de sécurité que j'avais dans cette maison avait complètement disparu. Mes yeux se tournaient constamment vers la fenêtre brisée, imaginant le visage de l'agresseur y apparaissant de nouveau. Le bruit des radios des policiers, les pas dans le patio, chaque petite chose semblait amplifier notre peur. Lorsque nous avons finalement pu nous allonger pour essayer de dormir, c'était impossible. Chaque craquement de la maison, chaque mouvement du vent dehors nous faisait sursauter. Je gardais ma petite amie près de moi, essayant de transmettre une sécurité que je ne ressentais pas moi-même. Cette nuit-là, l'obscurité semblait plus dense, et le silence plus oppressant. La terreur psychologique que nous avons ressentie allait bien au-delà de l'événement lui-même. C'était la peur de l'inconnu, de ce qui pourrait arriver ensuite, de la fragilité de notre sécurité. Lorsque le matin est enfin arrivé, la maison semblait figée dans le temps. Le sang séché sur le sol du hall et les éclaboussures au-dessus de la porte étaient des rappels macabres de ce qui s'était passé. Chaque détail de cette scène semblait gravé dans ma mémoire. Les policiers sont partis un à un, nous laissant seuls avec nos pensées et notre peur persistante. J'ai aidé à nettoyer le sang, mais chaque coup d'éponge semblait insuffisant pour effacer l'horreur de la nuit précédente. Le visage de ma petite amie était pâle et ses yeux cernés trahissaient une nuit sans sommeil. Personne n'a jamais été arrêté ou même identifié. L'agresseur s'était volatilisé dans la nuit, laissant derrière lui une traînée de peur et d'incertitude. Cette impunité rendait la situation encore plus insupportable. Comment quelqu'un pouvait-il commettre un acte aussi vil et disparaître sans laisser de traces? La voisine a survécu, mais les blessures physiques n'étaient que la partie visible de son traumatisme. Les cicatrices de son cuir chevelu étaient un rappel constant de cette nuit d'horreur. Elle a déménagé peu après l'incident, incapable de rester dans un endroit où elle se sentait si vulnérable. En réfléchissant à tout cela, je ne pouvais m'empêcher de me sentir impuissant. Cet événement aléatoire et terrifiant avait brisé notre sentiment de sécurité. Nous avions tous changé cette nuit-là, marqués à jamais par la fragilité de notre existence et la réalité brutale du danger imprévisible. Je me souviens encore de cette nuit. Notre maison est située dans un quartier plutôt sûr, où les voisins se connaissent et où l'on se sent en sécurité. C'est une maison modeste mais confortable, avec un petit jardin à l'arrière. Ce soir-là, tout semblait normal. Mon oncle était monté se coucher tôt, comme il le fait souvent, fatigué après une longue journée de travail. Ma tante, quant à elle, avait décidé de regarder un peu la télévision avant de s'endormir sur le canapé du salon. La maison était calme, enveloppée dans le silence apaisant de la nuit. Dehors, seuls les bruits habituels de la nuit, le vent léger soufflant dans les arbres et le chant occasionnel des grillons, troublaient la tranquillité. À l'intérieur, les horloges murmuraient doucement le passage du temps, et la lumière bleutée de l'écran de télévision éclairait faiblement la pièce. C'était une nuit comme tant d'autres, sans signe avant-coureur de l'horreur qui allait se dérouler. Mon oncle dormait profondément à l'étage, plongé dans un sommeil réparateur. Ma tante, quant à elle, glissait lentement dans le sommeil, sa respiration devenant régulière et calme. C'est dans cette ambiance sereine que tout a commencé,
Un simple début pour une nuit qui deviendrait l'une des plus effrayantes de notre vie. Je me suis réveillé en sursaut, encore à moitié endormi, sans vraiment comprendre ce qui m'avait réveillé. Au début, je pensais que c'était un bruit quelconque, peut-être un craquement de la maison ou le vent soufflant contre les fenêtres. Mais en ouvrant les yeux, j'ai vu une silhouette sombre debout devant moi. Mon cœur a commencé à battre plus fort. Il y avait un homme, un étranger, dans notre salon, et il me regardait dormir. La lumière de la télévision créait des ombres inquiétantes sur son visage, rendant son expression difficile à lire. Je pouvais à peine respirer, figé par la peur. Il m'a fallu quelques secondes pour réaliser ce qui se passait. Cet homme n'avait rien à faire ici. Mon oncle dormait à l'étage, inconscient de ce qui se passait en bas. L'étranger n'a pas bougé, ses yeux fixés sur moi. Puis, il a dit d'une voix calme, presque désinvolte, « Le gars là-haut dort profondément ». Ces mots ont résonné dans ma tête comme une menace sinistre. Il était entré, avait vu mon oncle et avait décidé de rester là, à m'observer pendant que je dormais. Mon esprit était en ébullition, essayant de trouver une explication, un moyen de comprendre cette situation absurde et terrifiante. Je me sentais vulnérable, exposé. Chaque seconde semblait durer une éternité alors que je fixais cet homme, incapable de bouger ou de crier. La terreur m'avait paralysé, et tout ce que je pouvais faire, c'était espérer que cela ne finirait pas mal. Je me suis forcé à prendre une profonde inspiration, essayant de calmer mon cœur affolé. L'homme était toujours là, ses yeux perçants me fixant. J'ai rassemblé tout mon courage pour lui parler. Ma voix tremblait, mais j'ai réussi à articuler. « Que faites-vous ici ? Vous devez partir. » À ma grande surprise, il ne semblait pas du tout menaçant. Il m'a regardé avec une curiosité étrange, comme si nous étions simplement deux étrangers se rencontrant dans un lieu public. « Je voulais juste m'assurer que tout le monde allait bien », a-t-il répondu, un sourire énigmatique se dessinant sur ses lèvres. Ces mots n'avaient aucun sens, mais il y avait quelque chose dans son ton qui m'a fait frissonner. J'ai senti une vague de panique monter en moi. Mes pensées étaient embrouillées, je ne savais pas comment réagir. L'homme s'est avancé d'un pas, et j'ai reculé instinctivement, sentant le canapé contre mes jambes. Il a continué à parler doucement, presque comme s'il essayait de me rassurer. « Je ne veux pas de mal. J'ai juste vu la porte ouverte et je suis entré. Vous vivez dans un quartier sûr ? Non. » Ces paroles étaient absurdes, mais l'urgence de la situation m'a forcé à rester concentré. « Vous devez partir, ai-je répété, cette fois avec plus de fermeté dans ma voix. Mon mari est en haut, et il va descendre à tout moment. » L'homme a haussé les épaules, comme si ce n'était pas un problème pour lui. Il a regardé vers les escaliers, puis de nouveau vers moi. « D'accord, a-t-il dit simplement, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Je vais partir. » Et puis, aussi soudainement qu'il était apparu, il s'est retourné et a commencé à se diriger vers la porte arrière. Mon cœur battait encore la chamade, mais je n'osais pas bouger, craignant que le moindre mouvement puisse changer sa décision. Je regardais, pétrifié, l'homme se dirigeait calmement vers la porte arrière. Il avançait d'un pas lent mais déterminé, comme s'il n'avait aucune intention de faire du mal, juste de partir. Chaque seconde semblait durer une éternité, et mon cœur battait à tout rompre dans ma poitrine. Quand il a atteint la porte, il s'est arrêté et s'est tourné une dernière fois vers moi. Son visage était toujours enveloppé d'une expression indéchiffrable, une sorte de calme troublant. « Bonne nuit » a-t-il murmuré, avant de déverrouiller la porte et de disparaître dans l'obscurité de la nuit. Je suis resté immobile, incapable de croire ce qui venait de se passer. Comment avait-il pu entrer sans faire de bruit? Comment avais-je pu rester aussi calme alors que tout mon être criait de peur? Par quel miracle était-il parti sans causer de mal? Mes jambes tremblaient alors que je me levais enfin du canapé. Je me suis précipité pour verrouiller la porte derrière lui, vérifiant 2 fois, 3 fois que tout était bien sécurisé. Puis, presque en courant, je suis monté à l'étage pour réveiller mon oncle. Mon souffle était court, et mes mains tremblaient encore. Je l'ai secoué doucement, murmurant frénétiquement, « Il y avait un homme dans la maison, il est parti maintenant, mais il était là. » Mon oncle s'est réveillé en sursaut, ses yeux s'élargissant en entendant mes paroles. Nous avons passé le reste de la nuit à vérifier chaque coin de la maison, encore sous le choc de cette rencontre inexplicable. Après cette nuit, rien n'a plus jamais été pareil.
Le sentiment de sécurité que nous avions toujours ressenti dans notre maison avait disparu, remplacé par une angoisse constante. Mon oncle et moi avons passé des heures à discuter de ce qui s'était passé, essayant de comprendre comment cet homme avait pu entrer, et surtout, pourquoi il était parti sans causer de mal. Nous avons contacté la police, bien sûr. Ils ont pris nos déclarations et ont fait le tour de la maison, mais il n'y avait aucune trace de l'intrus. Pas d'empreinte, pas de signe d'effraction. C'était comme s'il n'avait jamais été là, comme un fantôme qui serait apparu pour disparaître aussitôt. Chaque nuit, je revivais cet instant où j'avais ouvert les yeux pour voir cet homme me regarder. Ces paroles résonnaient encore dans ma tête. Le gars là-haut dort profondément. Qui était-il? Comment savait-il que mon oncle était là? Et surtout, pourquoi était-il parti si docilement? Notre quartier, autrefois si sûr, me semblait maintenant rempli de menaces invisibles. Nous avons renforcé la sécurité de notre maison, installé des verrous supplémentaires, des caméras de surveillance, mais rien ne pouvait vraiment apaiser la peur qui s'était installée en nous. Chaque bruit dans la nuit devenait suspect, chaque ombre un potentiel danger. Les semaines ont passé, mais l'incident nous hantait toujours. Mon oncle essayait de rester positif, de rationaliser ce qui s'était passé, mais moi, je ne pouvais m'empêcher de penser au pire. Et si cet homme revenait? Et s'il n'était pas seul? L'inconnu, l'inexplicable, c'est ce qui me terrifiait le plus. Nous avons tenté de retrouver une vie normale, de surmonter cette expérience. Mais quelque part au fond de moi, une partie de moi resterait toujours éveillée, guettant dans l'obscurité, attendant de voir si l'étranger reviendrait. C'était une nuit qui avait changé notre vie à jamais, nous rappelant que même dans les endroits les plus sûrs, le danger peut se glisser silencieusement par la porte de derrière. Quand j'étais enfant, vers mes 5 ou 6 ans, nous vivions dans un endroit si petit qu'il ne pouvait même pas être qualifié de ville. C'était plus un groupe de maisons dans la campagne, où tout le monde se connaissait et se faisait confiance. Notre voisine, une vieille dame, était comme une grand-mère pour moi. J'adorais aller chez elle, surtout parce qu'elle avait toujours des collations délicieuses et un jouet spécial que j'adorais. Un monsieur patate. C'était le jouet de son fils, qui était maintenant adulte. Mes visites chez elle étaient l'un des moments forts de mes journées. Je m'asseyais dans la cuisine pendant qu'elle préparait des biscuits et me racontait des histoires sur son fils quand il était petit. Il y avait quelque chose de magique et de sécurisant dans cette maison. Je jouais avec monsieur Patate, imaginant des histoires et des aventures, tandis qu'elle m'observait avec un sourire affectueux. Tout a changé quand son fils est revenu à la maison. Il était dans la vingtaine, je pense qu'il venait de rentrer de l'armée. Je ne me souviens pas beaucoup de lui, seulement que sa présence me causait une sensation étrange. Ma mère semblait aussi méfiante. Une fois, il a demandé s'il pouvait emmener mes frères aînés camper, mais ma mère a fermement refusé. Elle a dit qu'elle avait un pressentiment étrange à son sujet, quelque chose qu'elle ne pouvait pas expliquer. Nous vivions dans un endroit où les portes n'étaient jamais verrouillées. La confiance était le fondement de notre communauté, mais, pour une raison quelconque, l'arrivée de cet homme a commencé à ébranler ce sentiment de sécurité. Je ne comprenais pas très bien à l'époque, mais je percevais la tension dans les yeux de ma mère chaque fois qu'il était dans les parages. Je me souviens clairement du jour où le fils de notre voisine est revenu à la maison. Il avait un air différent, quelque chose entre la fatigue et la méfiance. Sa présence, qui aurait dû être accueillante, a apporté une sensation de malaise. Je le voyais de temps en temps dans le jardin de la voisine, mais nous échangions rarement des mots. Un jour, il est venu chez nous et a demandé à ma mère s'il pouvait emmener mes frères aînés camper. Sa voix était calme, mais il y avait quelque chose dedans qui m'a fait frissonner. Ma mère, qui était habituellement très accueillante, a immédiatement refusé. Elle a dit qu'elle avait un pressentiment étrange à son sujet et qu'elle ne se sentait pas à l'aise avec cette idée. À l'époque, je ne comprenais pas pourquoi, mais je sentais que quelque chose n'allait pas. Nos maisons étaient littéralement ouvertes. Personne ne verrouillait les portes, car tout le monde se faisait confiance. C'était un endroit où les enfants couraient librement et les voisins prenaient soin les uns des autres. Mais l'arrivée de cet homme a jeté une ombre sur ce sentiment de sécurité. Il semblait toujours être dans les parages, observant de loin. Il ne faisait rien d'explicitement menaçant, mais sa simple présence me rendait nerveuse. Je continuais à jouer avec monsieur Patate chez la voisine, mais je ne pouvais m'empêcher de jeter des coups d'œil par-dessus mon épaule, m'attendant à le voir quelque part. Ma mère devenait de plus en plus vigilante. Je la voyais vérifier les portes la nuit,
quelque chose qu'elle n'avait jamais fait auparavant. Elle essayait de ne pas montrer son inquiétude, mais je pouvais sentir la tension dans l'air. Cet homme, avec son regard distant et son comportement étrange, avait changé quelque chose de fondamental dans notre petite communauté. Et, bien que je ne le sache pas à l'époque, ce n'était que le début. Cet après-midi-là a commencé comme n'importe quel autre. Je jouais dans le jardin quand j'ai vu ma mère revenir de la petite boutique qui se trouvait au centre de notre communauté. Elle avait une expression préoccupée, ce qui n'était pas courant. Quand je suis entré dans la maison, elle m'a raconté qu'elle avait rencontré le fils de la voisine à la boutique et qu'il était couvert de piqûres d'abeilles. Elle lui a demandé ce qui s'était passé et il a répondu de manière désinvolte qu'il avait été piqué près du ruisseau. Ma mère a trouvé cela étrange, car le ruisseau n'était pas un endroit où les gens allaient habituellement, surtout à cette époque de l'année. Elle a essayé de dissimuler son inquiétude, mais je pouvais voir que quelque chose n'allait pas. Plus tard, ce même jour, j'ai vu ma mère discuter avec mon père de cette rencontre. Elle répétait à quel point les piqûres d'abeilles semblaient suspectes et comment le comportement de cet homme la mettait mal à l'aise. Ils ont essayé de garder la conversation discrète, mais j'ai réussi à en entendre des bribes. Ma mère a mentionné son pressentiment, celui-là même qui l'avait poussé à refuser l'invitation pour le camping. À partir de ce moment, ma mère est devenue encore plus attentive à tout ce qui nous entourait. Elle a commencé à verrouiller les portes, quelque chose que nous ne faisions jamais auparavant. Elle vérifiait les fenêtres la nuit et gardait toujours un œil sur les environs de la maison. Je pouvais voir la peur grandir en elle, et cela me rendait nerveuse. L'homme continuait à apparaître sporadiquement. Chaque fois que je le voyais, avec ses piqûres visibles et son expression indifférente, un frisson me parcourait l'échine. C'était comme si quelque chose de maléfique rôdait, quelque chose que nous ne pouvions pas voir clairement, mais qui était là, perturbant la paix de notre vie quotidienne. Quelque temps plus tard, une nouvelle choquante a ébranlé notre petite communauté. Je jouais dans le salon quand j'ai vu ma mère se figer devant la télévision. Il y avait eu un meurtre de campeurs à proximité, quelque chose d'inimaginable dans notre coin tranquille du monde. Le reportage disait qu'il n'y avait aucune piste sur l'auteur du crime, et la communauté était sous le choc. Ma mère a éteint la télévision, mais elle est restée là, immobile, assimilant l'information. C'est alors qu'elle s'est souvenue de l'homme couvert de piqûres d'abeilles. Elle m'a raconté plus tard qu'à ce moment-là, une vague de préoccupation l'avait envahi. Cela n'avait aucun sens, il était couvert de piqûres près d'un ruisseau où personne n'allait, et maintenant, des campeurs avaient été assassinés dans la même zone. Elle a décidé de suivre son instinct et a appelé la police. C'est probablement rien, mais je pense que vous devriez savoir ça, a-t-elle dit, expliquant la rencontre à la boutique et le comportement étrange du fils de la voisine. Je me souviens qu'elle était très nerveuse, mais déterminée. Quelques jours plus tard, 2 détectives sont apparus chez nous. Ils voulaient parler à ma mère de ce qu'elle avait vu et entendu. J'observais de loin pendant qu'ils discutaient dans la cuisine. L'expression sérieuse des détectives et le ton grave de la conversation m'ont fait comprendre la gravité de la situation. Ma mère a décrit la rencontre, les piqûres d'abeilles et la sensation inquiétante qu'elle avait eue à propos de cet homme. Les détectives ont posé plusieurs questions, ont tout noté et ont promis d'enquêter. Lorsqu'ils sont partis, ma mère semblait un peu plus soulagée, mais il y avait toujours une ombre de préoccupation dans ses yeux. La nouvelle des meurtres planait sur nous, transformant notre paisible communauté en un lieu de méfiance et de peur. Nous avons tous commencé à verrouiller nos portes et à regarder les étrangers avec suspicion. La tranquillité que nous avions connue était brisée, et un sentiment de vulnérabilité s'était installé à sa place. Après la visite des détectives, notre vie n'a jamais été la même. Le sentiment de sécurité qui régnait autrefois dans notre communauté a été remplacé par une anxiété constante. Ma mère a essayé de maintenir la normalité, mais la présence des policiers à la maison et la gravité de la situation étaient impossibles à ignorer. Les jours qui ont suivi ont été remplis de tension. Chaque fois que quelqu'un frappait à la porte ou que le téléphone sonnait, je voyais la peur dans les yeux de ma mère. Même mon père, qui avait toujours été le roc de notre famille, semblait secoué. Les nuits étaient particulièrement difficiles. Je me souviens d'entendre mes parents chuchoter dans leur chambre, essayant de traiter tout ce qui se passait. Un jour, alors que je jouais dans le jardin, j'ai revu les détectives. Ils étaient chez la voisine, en train de parler à son fils. Son expression était un mélange d'indifférence et d'irritation. Ils sont restés là un bon moment,
mais ils sont partis sans l'arrêter. La tension dans le quartier n'a fait qu'augmenter. Ma mère a commencé à éviter la voisine et son fils. Elle m'interdisait d'y aller, même si je manquais les collations et les jeux avec Monsieur Patate. La communauté, autrefois si unie, était maintenant divisée par la peur et la méfiance. Les enquêtes ont continué, mais sans résultats immédiats. Les meurtres au camping restaient non résolus, et l'ombre du suspect planait sur nous tous. Le comportement étrange du fils de la voisine, ces piqûres d'abeilles inexplicables, tout cela contribuait à la sensation qu'un drame terrible était imminent. Nous avons essayé de continuer, mais l'ombre de cet homme et l'horreur de ce qu'il aurait pu faire ne nous ont jamais vraiment quittés. Chaque fois que je le voyais dans la rue ou que je l'entendais à la boutique, je ressentais un frisson. La communauté avait changé pour toujours, et le sentiment de vulnérabilité ne disparaissait jamais complètement. Même aujourd'hui, lorsque je pense à cette époque, j'ai un nœud dans l'estomac. Le souvenir de son visage, des piqûres d'abeilles, des détectives, tout est gravé dans ma mémoire. C'est un souvenir qui me hante, un rappel constant que le danger peut être plus proche que nous le pensons, même dans les endroits où nous nous sentons le plus en sécurité. En 2003, mon ex et moi avons décidé de passer des vacances dans un charmant resort côtier. L'endroit était magnifique, isolé du monde et parfait pour un moment de détente loin de l'agitation de la ville. Les chalets étaient dispersés, distants d'environ 200 mètres les uns des autres, offrant une intimité totale et une vue imprenable sur l'océan. Le bruit des vagues se brisant doucement sur le rivage et la brise marine rendaient l'endroit encore plus idyllique. Nous étions arrivés en fin d'après-midi, excités à l'idée de passer quelques jours dans ce petit coin de paradis. Après nous être installés, nous avons fait une promenade le long de la plage, profitant du coucher de soleil. Le temps semblait suspendu, et l'atmosphère paisible nous enveloppait. C'était exactement ce dont nous avions besoin pour nous ressourcer. À la tombée de la nuit, nous sommes rentrés dans notre chalet, épuisés mais heureux. Nous avons préparé un dîner simple et ouvert quelques bières pour nous détendre. Assis sur le canapé, nous regardions la télévision, les lumières éteintes pour mieux apprécier le calme environnant. C'était une nuit parfaite, ou du moins, c'est ce que nous pensions à ce moment-là. La soirée s'annonçait tranquille. Il était environ 23 heures, peut-être 23h30. Le silence régnait autour de nous, interrompu seulement par le murmure lointain des vagues. À l'intérieur du chalet, l'ambiance était cosy. Nous étions assis côte à côte sur le canapé, nos bières à la main, regardant distraitement la télévision. La lumière de l'écran projetait des ombres douces sur les murs, créant une atmosphère intime et détendue. Nous parlions de tout et de rien, savourant la paix de cet instant. Le monde extérieur semblait si loin. L'endroit était si isolé que nous nous sentions comme les seuls êtres humains sur Terre. Le stress et les soucis quotidiens s'évaporaient dans cette tranquillité nocturne. Soudain, un bruit inattendu rompit le calme. La poignée de la porte principale trembla violemment, comme si quelqu'un essayait de l'ouvrir de l'extérieur. Mon cœur fit un bond dans ma poitrine. Qui pouvait bien être là, à cette heure, dans un endroit si reculé? La peur et l'inquiétude prirent rapidement le dessus. Quand la poignée de la porte a commencé à trembler, j'ai ressenti une montée d'adrénaline. J'ai immédiatement sauté du canapé et couru vers la porte, mon esprit en alerte. Sans double verrou pour nous protéger, ma première réaction a été de bloquer la porte avec mon poids. J'ai atterri lourdement contre la porte, espérant que ma présence dissuaderait l'intrus. À ma grande surprise, la poignée continuait de tourner, malgré ma présence évidente. Mon cœur battait à tout rompre tandis que je luttais pour comprendre ce qui se passait. Pourquoi quelqu'un s'acharnerait-il ainsi sur notre porte en sachant que nous étions à l'intérieur? Je me suis allongé au sol, mon visage pressé contre le parquet, essayant de voir sous la porte. J'espérais discerner des ombres, des pieds, quelque chose qui expliquerait cette agitation. Mais il n'y avait rien. Aucune silhouette, aucune ombre, rien du tout. La poignée, cependant, continuait de trembler avec une insistance inquiétante. Collé au sol, je scrutais intensément le petit espace entre la porte et le plancher, espérant y voir un signe de l'intrus. Mais rien n'apparaissait. Aucune ombre, aucun mouvement. Il n'y avait pas de pied, pas même un indice de présence humaine. La poignée de la porte, cependant, continuait à se tordre et à trembler comme si une force invisible essayait de l'ouvrir. Le silence extérieur contrastait étrangement avec l'agitation de la poignée.
Mon esprit se remplissait de questions et de théories terrifiantes. Était-ce une farce? Un animal? Ou quelque chose de bien plus sinistre? La peur s'insinuait en moi, chaque seconde semblant éternelle. Je n'osais pas bouger, figé par l'angoisse. Puis, aussi soudainement que cela avait commencé, la poignée arrêta de bouger. Le silence était total, presque assourdissant. J'écoutais attentivement, essayant de percevoir le moindre son, mais il n'y avait rien. Aucun pas s'éloignant, aucun bruissement dans la nuit. Juste un silence absolu, troublant. Après ce qui m'a semblé être une éternité, le calme s'installa enfin. Je pris une profonde inspiration, mon cœur battant encore la chamade. Je savais que je ne pouvais pas rester là indéfiniment. Finalement, je me suis relevé, tremblant légèrement, et j'ai décidé d'ouvrir la porte. Avec précaution, j'ai tourné la poignée et tiré lentement. L'angoisse me serrait la poitrine. En ouvrant, je m'attendais à tout, mais l'extérieur était étrangement tranquille. La plage s'étendait devant moi, baignée dans l'obscurité, sans aucune trace de ce qui avait pu se passer quelques instants plus tôt. Je scrutais le sol, espérant apercevoir des empreintes ou des signes de passage, mais il n'y avait rien. Juste le sable vierge, parfaitement intact. Une vague de panique m'envahit, et je réalisai que nous devions partir. Sans dire un mot à mon ex, j'ai refermé la porte avec force et nous avons quitté le chalet à toute vitesse, le cœur lourd et l'esprit troublé. Cette nuit-là, nous avons laissé derrière nous plus qu'un simple endroit. Nous avons fui une peur inexplicable. J'avais 17 ans à l'époque, et c'était une nuit d'été lorsque mes deux amis m'ont proposé d'aller fumer de la marijuana dans la forêt. L'idée ne me tentait pas vraiment, mais je les ai conduits jusqu'à l'entrée du bois. Alors qu'ils s'éloignaient, je suis resté dans la voiture, écoutant le bruit du vent dans les arbres et le crissement des insectes. La forêt semblait calme, mais il y avait une atmosphère étrange, presque oppressante. Leur rire s'évanouissait au fur et à mesure qu'ils s'enfonçaient dans l'obscurité. Après un moment, je commençais à ressentir l'ennui. Je savais que rester assis dans la voiture n'allait pas me divertir. C'est alors que j'ai décidé d'aller à leur rencontre, pensant que ça pourrait être amusant de les surprendre. Le seul problème, c'était que la forêt la nuit était un endroit dérangeant, rempli d'ombres et de bruits étranges. Après quelques minutes passées à attendre, l'ennui commença à me ronger. Je regardais l'obscurité envelopper la forêt, et je me demandais ce que mes amis faisaient là-dedans. Finalement, j'ai décidé de les retrouver, pensant que cela briserait la monotonie de ma soirée. Je suis sorti de la voiture, hésitant un instant à emprunter l'un des 4 chemins qui se divisaient devant moi. Sans vraiment réfléchir, j'ai choisi le chemin le plus large. Chaque pas sur le sol couvert de feuilles mortes me plongeait un peu plus dans une ambiance étrange et angoissante. À mesure que je m'enfonçais dans la forêt, l'obscurité devenait plus dense, et le silence était presque palpable. Même le chant des grillons semblait étouffé. Malgré tout, je continuais, poussé par la curiosité et l'envie de ne pas rester seul dans la voiture. Alors que je marchais dans l'obscurité, l'angoisse commençait à s'installer. Chaque bruit, même le plus insignifiant, me faisait sursauter. Je scrutais les ombres, espérant apercevoir mes amis. Au bout de quelques minutes, j'ai remarqué une dépression sur le sentier, et un peu plus loin, sous le clair de lune, se dressait un banc. L'excitation de les retrouver m'a poussé à m'approcher. En voyant 2 silhouettes, je me suis convaincu qu'il s'agissait de mes amis. La nervosité grandissante me faisait hésiter, mais je me suis dit qu'il n'y avait rien à craindre. J'ai donc crié leur nom, ma voix résonnant dans le silence de la forêt. À ce moment-là, une sensation de malaise m'a envahi, comme si quelque chose n'allait pas. Alors que je marchais dans l'obscurité, l'angoisse commençait à s'installer. Chaque bruit, même le plus insignifiant, me faisait sursauter. Je scrutais les ombres, espérant apercevoir mes amis. Au bout de quelques minutes, j'ai remarqué une dépression sur le sentier, et un peu plus loin, sous le clair de lune, se dressait un banc. L'excitation de les retrouver m'a poussé à m'approcher. En voyant 2 silhouettes, je me suis convaincu qu'il s'agissait de mes amis. La nervosité grandissante me faisait hésiter, mais je me suis dit qu'il n'y avait rien à craindre. J'ai donc crié leur nom, ma voix résonnant dans le silence de la forêt. À ce moment-là, une sensation de malaise m'a envahi, comme si quelque chose n'allait pas. Alors que je marchais dans l'obscurité, l'angoisse commençait à s'installer. Chaque bruit, même le plus insignifiant, me faisait sursauter.
Je scrutais les ombres, espérant apercevoir mes amis. Au bout de quelques minutes, j'ai remarqué une dépression sur le sentier, et un peu plus loin, sous le clair de lune, se dressait un banc. L'excitation de les retrouver m'a poussé à m'approcher. En voyant deux silhouettes, je me suis convaincu qu'il s'agissait de mes amis. La nervosité grandissante me faisait hésiter, mais je me suis dit qu'il n'y avait rien à craindre. J'ai donc crié leur nom, ma voix résonnant dans le silence de la forêt. À ce moment-là, une sensation de malaise m'a envahi, comme si quelque chose n'allait pas. Après une course effrénée, j'ai finalement atteint la voiture, me précipitant à l'intérieur et verrouillant les portes derrière moi. Mon cœur battait la chamade, et j'étais en proie à une angoisse écrasante. Je savais que quelque chose n'allait pas. La vision de cet homme courant vers moi, en silence, me hantait déjà. Un peu après, mes amis sont apparus, sortant d'un chemin complètement différent. Ils avaient l'air détendus, riant de leur escapade, mais lorsque je leur ai raconté ce qui s'était passé, ils ont froncé les sourcils. Ils m'ont assuré qu'ils n'avaient vu personne, ni entendu quoi que ce soit. En repensant à cette nuit, une profonde inquiétude m'envahit. Qu'est-ce que j'avais vraiment vu dans cette forêt? J'étais conscient que l'angoisse de cette expérience me poursuivrait longtemps. Cette sensation étrange, ce silence pesant, et cet homme courant, il me restait une question sans réponse. Qu'était-ce que cette rencontre? Il était une nuit sombre et fraîche lorsque mon ami et moi avons quitté le cinéma. L'excitation du film hantait encore nos esprits, mais la réalité de notre marche à pied vers la maison s'est rapidement imposée. Nous avons choisi de ne pas prendre de taxi, préférant profiter de l'air nocturne et des lumières vacillantes des rues. Personnellement, je suis toujours vigilant quand je marche la nuit. Chaque bruit, chaque ombre attire mon attention. C'est une habitude que j'ai développée au fil des années, comme une sorte de protection contre l'inattendu. Ce soir-là, pourtant, je ne pouvais pas m'imaginer à quel point cette vigilance allait devenir cruciale. Alors que nous avancions, j'ai commencé à sentir une présence derrière nous. Au début, je pensais que c'était juste mon imagination, mais quand j'ai osé jeter un coup d'œil par-dessus mon épaule, j'ai aperçu un homme au capuchon tiré sur la tête. Il marchait à quelques mètres derrière nous, lentement, mais son regard fixé sur nous me glaçait le sang. Mon cœur a commencé à battre plus vite. J'ai essayé de rester calme, de ne pas montrer à mon ami que je commençais à m'inquiéter. Mais à chaque coup d'œil furtif, je remarquais qu'il se rapprochait un peu plus. La tension dans l'air était palpable, et l'adrénaline commençait à monter en moi. Mon cœur s'est mis à battre à tout rompre lorsque j'ai vu l'homme commencer à accélérer le pas. C'était comme si le temps s'était figé. Chaque seconde qui passait était une éternité, et je savais que quelque chose n'allait pas. Je me suis tourné vers mon ami, le visage blême, et j'ai dit d'une voix tremblante, « Courons !» Elle a commencé à paniquer, luttant pour avancer avec ses sandales Birkenstock qui n'étaient clairement pas faites pour une telle situation. Dans un élan de désespoir, je l'ai saisie par le bras, l'entraînant derrière moi alors que nous avons commencé à courir, le bruit de nos pas résonnant dans la nuit. L'homme était désormais en train de courir, et son souffle haletant semblait résonner dans mes oreilles. Chaque seconde comptait, et l'angoisse montait alors que je réalisais que nous étions en danger. Nous avons finalement atteint le poste de gazole, haletant et paniqué. J'ai frappé à la vitre avec une force désespérée, mes mains tremblantes trahissant mon anxiété. Le balconiste a levé les yeux, surpris par notre arrivée soudaine. « Laissez-nous entrer » ai-je supplié, la voix brisée. Mais il a secoué la tête, expliquant qu'il était trop tard et que, par mesure de sécurité, il ne pouvait pas ouvrir la porte. Mon cœur a sombré dans le désespoir, mais il a promis d'appeler la police si l'homme s'approchait. Alors que nous étions là, le regard rivé sur la porte, l'homme a commencé à descendre la colline. Je pouvais sentir le poids de son regard, une menace constante qui ne nous quittait pas. Mon corps était en alerte, chaque fibre de mon être m'ordonnant de fuir, mais la présence du balconiste, imposant et déterminé, nous offrait un semblant de sécurité. Lorsque l'homme a finalement disparu dans l'obscurité, un souffle de soulagement m'a envahi, mais il était rapidement remplacé par une peur persistante. J'étais complètement anéanti, mes pensées tourbillonnaient autour de l'angoisse de cette poursuite. Qu'aurait-il pu se passer si je n'avais pas remarqué son approche à temps? Si je n'avais pas eu le réflexe de me retourner, la situation aurait pu être bien plus grave. Je n'arrivais pas à échapper à l'idée que cet inconnu aurait pu nous rattraper en un instant. La simple pensée me hantait,
Et même dans ce poste de gazole, je sentais encore son regard sur moi. Cette expérience a laissé une marque indélébile dans ma mémoire, un rappel que la nuit, tout peut basculer en un instant. Quand je suis rentré chez moi ce soir-là, une étrange sensation m'a envahi. La porte de mon appartement était entr'ouverte, un détail qui aurait dû me mettre la puce à l'oreille. En entrant, j'ai été frappé par le désordre. Des objets éparpillés sur le sol, des tiroirs ouverts. Mon cœur s'est mis à battre plus vite. Je savais que quelque chose n'allait pas. Chaque bruit semblait amplifié dans ce silence angoissant. La peur commençait à s'installer en moi, alors que je réalisais que quelqu'un avait violé mon espace, mon sanctuaire. Mon instinct m'a poussé à fuir. Je suis sorti en courant, mon esprit en ébullition, cherchant désespérément un téléphone public. La nuit était froide, et l'obscurité semblait m'envelopper comme un voile oppressant. Je me demandais ce qui s'était passé pendant mon absence. Qui avait pénétré dans mon appartement? Quel était leur but? Les questions tourbillonnaient dans ma tête, alimentant ma panique. Chaque ombre projetée par les réverbères me faisait sursauter. Je n'avais jamais ressenti une telle vulnérabilité, comme si je n'étais plus en sécurité nulle part. De retour chez moi, l'angoisse me tenaillait. En ouvrant la porte, j'ai ressenti un frisson glacial le long de ma colonne vertébrale. En entrant, j'ai remarqué que d'autres objets avaient disparu. Mon cœur s'est serré en réalisant que le désordre s'était intensifié. Mes livres étaient éparpillés, des tiroirs avaient été fouillés. L'angoisse m'envahissait, et l'idée que l'intrus pouvait toujours être là, quelque part, me paralysait. Chaque craquement du plancher sous mes pieds résonnait comme un avertissement, me rappelant que je n'étais pas seul dans cet espace que je pensais sûr. La tension était insupportable alors que j'avançais prudemment dans mon appartement. Mon cœur battait la chamade, et chaque pas semblait résonner dans le silence oppressant. Je me suis dirigé vers ma chambre, ma respiration se faisant de plus en plus rapide. L'idée que l'intrus puisse être caché quelque part m'angoissait au plus haut point. En arrivant près de mon lit, j'ai senti une vague de peur m'envahir. J'hésitais, mais l'adrénaline me poussait à vérifier. J'ai pris une profonde inspiration, le cœur au bord des lèvres, et je me suis penché pour jeter un œil sous le lit, le sentiment que quelque chose allait se révéler à moi. Lorsque j'ai enfin regardé sous le lit, un frisson glacé m'a parcouru. Là, dans l'ombre, se trouvait une silhouette, immobile et silencieuse. Mon cœur a raté un battement, et une terreur profonde m'a envahi. Avant que je puisse réagir, l'intrus a fait un mouvement, prêt à sortir. J'ai reculé précipitamment, l'adrénaline poussant mon corps à fuir, mais une part de moi voulait affronter cette peur. Je suis resté figé un instant, luttant entre la fuite et l'affrontement. Puis, dans un élan de survie, je me suis retourné et j'ai couru vers la sortie, réalisant que mon sanctuaire n'était plus qu'un piège. Je me trouvais au cœur d'une forêt dense, éloigné des sentiers battus, avec la certitude que je n'avais pas croisé âmes qui vivent dans un rayon de 5 kilomètres. La tranquillité des lieux était apaisante, et l'air frais du soir apportait une sensation de liberté. Alors que je profitais du calme, une légère soif me poussa à envisager une petite expédition vers le ruisseau tout proche. J'avais besoin de remplir ma bouteille d'eau, l'idée étant de laisser les pastilles de chlore agir durant la nuit pour avoir de l'eau potable le matin. Ce trajet ne devait pas prendre plus de 5 minutes, mais alors que je m'enfonçais dans l'obscurité, je ressentais un frisson d'anticipation. La lune éclairait faiblement le chemin, et chaque bruissement de la forêt semblait amplifié. J'avançais prudemment, mes pensées se perdant dans la beauté sereine des lieux. Rien ne laissait présager ce qui allait se passer. En arrivant au ruisseau, je fus frappé par le silence environnant, seulement perturbé par le doux murmure de l'eau. Je pointai ma lampe de poche vers mes pieds pour éviter de trébucher sur les racines, mais alors, quelque chose attira mon attention. Dans la lueur argentée de la lune, une silhouette sombre se tenait là, près de l'eau. Mes instincts me disaient de fuir, mais je restais figé, incapable de détacher mon regard. L'animal avait 4 pattes, mais il était d'une maigreur inquiétante. Je me mis à faire des comparaisons dans ma tête. Trop maigre pour un ours noir, mais quoi d'autre pourrait être aussi sombre? Puis, avec une lenteur déconcertante, il se redressa. Ce n'était pas un ours, ni un coyote. Sa forme était déroutante, presque humanoïde, mais plus musclée, dépourvue de poils, avec des bras anormalement longs. Il me regardait,
et je pouvais sentir le froid de la peur s'insinuer dans mes os. Je savais que je ne devais pas m'approcher, que je devais reculer. Lentement, j'évitais de croiser son regard, me détournant pour quitter cet endroit maudit. Mon cœur battait la chamade alors que je faisais demi-tour, me demandant ce que j'avais bien pu voir cette nuit-là. Mon instinct prit le dessus, et sans réfléchir, je commençai à reculer lentement. Chaque pas était un effort conscient, mes pensées s'entrechoquant dans ma tête. L'image de cette créature restait gravée, une silhouette à la fois fascinante et terrifiante. Je ne pouvais pas me permettre de tourner le dos, alors je gardai un œil sur elle, m'efforçant de ne pas provoquer un mouvement brusque. Dès que je me sentis suffisamment éloigné, je me mis à courir. Mes pas résonnaient dans le silence oppressant de la forêt, et le souffle court, je retournai vers mon campement. Chaque ombre semblait prendre vie, chaque craquement dans les feuilles m'horrifiait. Je parvins à mon abri, le cœur battant à tout rompre, et je me mis à rassembler mes affaires dans un frénésie incontrôlé. La sensation d'urgence me submergea alors que je réalisais que je ne voulais pas passer une seconde de plus dans cet endroit. Je n'avais jamais ressenti une telle peur, un tel désir de fuir. Mon esprit était en émoi, l'étrange créature entend encore mes pensées. Je savais que je ne pouvais rester là, isolé dans cette nuit menaçante. Des années s'étaient écoulées depuis cette nuit troublante, mais la peur persistait. Un soir, alors que je marchais le long d'une route de terre, loin de l'endroit où tout avait commencé, je sentis une familiarité inquiétante dans l'air. Les champs de blé ondulaient sous le souffle léger du vent, et je me perdais dans mes pensées, essayant de chasser ce souvenir. Soudain, une silhouette surgit parmi les tiges dorées. Une tête émergea du blé, et je reconnus instantanément cette forme. Mon cœur s'emballa. Cette fois, je n'avais pas besoin d'une lampe pour voir ce que je craignais tant. La créature était là, encore, me fixant avec un regard perçant, mais elle ne semblait pas s'intéresser à moi. Je sentis un frisson me parcourir. Sans réfléchir, je criai « Et ne fais pas attention à moi, je m'en vais dans cette direction ». Elle tourna lentement la tête, puis disparut dans la mer de blé. Une vague de panique m'envahit. Je savais que ce n'était pas une illusion, que ce que je voyais n'était pas normal. Je n'avais jamais voulu revivre un tel moment, et pourtant, le destin semblait s'acharner. Je savais que je ne pouvais pas rester là, et je partis en courant, déterminé à fuir une fois de plus l'inconnu. Alors que je m'éloignais, une série de questions tourbillonnaient dans mon esprit. Qu'est-ce que j'avais vraiment vu? Étais-je fou? Les explications des autres, parlant de coyotes malades ou d'animaux courants, ne me réconfortaient pas. Rien ne correspondait à ce que j'avais rencontré. Les oreilles, la posture, la manière dont ils se tenaient, tout était dérangeant et hors du commun. De retour à la civilisation, je tentais d'en parler, mais peu de gens comprenaient l'intensité de l'expérience. Certains riaient, d'autres étaient sceptiques, mais moi, je savais. Chaque fois que je fermais les yeux, l'image de cette créature me hantait. Les forêts, que j'avais autrefois adorées, devenaient des lieux de terreur. Je réalisais que je ne pourrais plus jamais marcher seul à la lumière de la lune dans les montagnes. Une peur inexplicable s'était ancrée en moi, et je savais que certains mystères de la nature ne devraient jamais être découverts. La solitude de la nuit, autrefois apaisante, était désormais synonyme de danger. J'avais appris à respecter ce que je ne comprenais pas, à garder mes distances, et à accepter que certaines choses doivent rester dans l'ombre. Salut à tous, j'espère que vous avez aimé ces histoires glaçantes. Si vous avez ressenti un frisson et que vous voulez entendre plus de récits effrayants, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne. Cela m'aide beaucoup à continuer de vous apporter ces expériences macabres. Et si vous avez une histoire de terreur réelle à partager, envoyez-la à mon email. Peut-être que votre histoire apparaîtra dans la prochaine vidéo. Regardez aussi notre dernière vidéo, où je raconte quelques histoires dans des camps de vacances. Merci d'avoir regardé et à la prochaine, si vous avez le courage.